Et ces recherches portent donc sur le développement des compétences chez l'enfant, en particulier dans le domaine scolaire. Donc, son intervention s'intitule Relations entre les compétences académiques en maternelle et en CM2, le rôle des compétences psychosociales. Et donc, elle s'inscrit dans une problématique centrale en sciences de l'éducation et en psychologie du développement, qui est de comprendre dans quelle mesure les apprentissages précoces influencent les trajectoires scolaires à long terme. Et donc, de nombreux travaux ont montré que les performances en lecture et en mathématiques dès la maternelle et le primaire sont des prédicteurs importants de la réussite scolaire ultérieure, mais aussi plus largement de la durée des études et des trajectoires professionnelles. Donc, ça pose donc la question des mécanismes qui expliquent cette continuité. Et donc, parmi les pistes explorées, on retrouve d'abord l'idée d'un empilement de compétences, selon laquelle les apprentissages se construisent de manière cumulative, le rôle des fonctions exécutives, comme la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité cognitive, ainsi que donc celui des compétences psychosociales. Et donc la recherche de Sarah Diagon s'intéresse précisément à ces mécanismes dans le contexte français. Ces travaux reposent notamment sur des suivis longitudinaux d'élèves entre la grande section de maternelle et le CM2, afin d'analyser donc les compétences précoces et les performances ultérieures. Ils interrogent aussi une hypothèse importante, celle selon laquelle une amélioration des compétences dès la maternelle, par exemple via certaines approches pédagogiques, pourrait entraîner des effets durables sur les apprentissages. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée sur ce que j'ai C'est dit. parfait. C'est vraiment parfait, j'ai rien à dire. Merci beaucoup. Donc du coup, comme m'a très bien introduite Anaï tout à l'heure, donc je suis Sarah Le Diagon, je suis docteure en sciences cognitives et donc j'en discutais un petit peu avant. Je viens de commencer un nouveau job donc au sein de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant en tant que chef de projet scientifique. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai conduits entre 2021 et 2024 et donc qui porte sur les relations entre compétences académiques en maternelle et compétences académiques en CM2. Et je vais vous parler plus précisément du rôle des compétences psychosociales dans ces relations. Donc, le point de départ de cette étude, c'est le constat qu'il existe d'importantes inégalités de niveau en mathématiques et en lecture en France entre les élèves à la fin de l'école élémentaire, de collège. Et c'est exactement ce que l'on voit sur ce graphique ici, qui représente donc en abscisse les groupes de niveau, en mathématiques en rose et en lecture en bleu, et en ordonnée donc la répartition en pourcentage des élèves au sein de chaque groupe. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une proportion importante d'élèves, par exemple pour les mathématiques, environ 50% des élèves qui appartiennent aux groupes les plus en difficulté, n'ont pas le niveau attendu en fin d'école élémentaire, début de collège en mathématiques. Euh, et d'autre part, on a une proportion assez importante d'élèves qui appartiennent aux groupes les plus avancés, donc qui ont le niveau attendu, même parfois qui surpassent ce niveau, que ce soit en mathématiques ou en lecture. Donc finalement, on observe que tous les élèves n'ont pas le même niveau en fin d'école élémentaire, début de collège, en mathématiques ou en lecture. Donc la question qu'on se pose et qu'on s'est posée dans cette étude, c'est d'où viennent les inégalités de niveau entre les élèves à la fin de l'école élémentaire. Et il se trouve que ces inégalités de niveau, elles pourraient avoir comme origine l'école maternelle, qui est un lieu d'apprentissage à part entière et de préparation aux futurs apprentissages de l'école élémentaire. Donc, autrement dit, les compétences académiques acquises en maternelle pourraient être prédictives des compétences académiques plus tard dans la scolarité. Et c'est effectivement ce que mettent en évidence plusieurs études qui montrent des corrélations qui sont relativement stables et importantes euh, entre les compétences académiques des enfants en maternelle, donc les compétences académiques émergentes, et les compétences académiques ultérieures, donc jusque à l'école primaire, au collège, et même parfois des associations jusqu'au moment du lycée. Et c'est ce qui est représenté donc sur ce graphique. Est-ce que vous voyez ma flèche aussi? Parce que je vous pointe des choses, donc... Oui, oui. Oui, parfait.
Donc, c'est ce que représente ce graphique ici, qui montre la force de ces associations, donc 0 étant une association relativement faible et un étant une association forte. Donc là, ça montre la relation entre les compétences académiques en maternelle et les compétences académiques au fur et à mesure de la scolarité, et donc notamment jusqu'à 11 ans ici. Et ce qu'on peut voir dans le cas des mathématiques, donc qui sont représentées en rouge ici, c'est qu'on a une association qui reste relativement stable et importante, autour de 0,75, entre les compétences en mathématiques des enfants en maternelle et leurs compétences en mathématiques au fur et à mesure de la scolarité jusqu'à 11 ans. On observe quelque chose de similaire pour la lecture, ici donc en bleu. Et de manière plus surprenante, il y a certaines études qui mettent en évidence des associations entre domaines académiques, donc entre les compétences en mathématiques en maternelle et les compétences en lecture en CM2. C'est ce qui est représenté donc ici sur en vert, pardon. Donc où les compétences en mathématiques en maternelle seraient prédictives des compétences en lecture plus tard dans la scolarité. Et inversement, la relation inverse a été également mise en évidence par certaines études où les compétences en lecture en maternelle seraient prédictives des compétences en mathématiques plus tard dans la scolarité. Donc, c'est pas représenté ici sur ce graphique, mais les études l'ont bien mis en évidence. Donc, cependant, ces études-là, dont je vous ai parlé juste avant, ce sont des études qui ont principalement été conduites aux États-Unis, dans le contexte scolaire américain, donc qui est relativement différent, notamment en ce qui concerne le système d'éducation de la petite enfance, donc assez différent de ce qu'on retrouve en France, puisque, ben, comme vous le savez sûrement, en France, on a un système d'éducation de la petite enfance qui est l'école maternelle, qui donc commence dès l'âge de 3 ans avec un cursus très homogène de 3 années de scolarité, alors qu'aux États-Unis, on a quelque chose de plus hétérogène. Donc les enfants commencent l'école à partir de 5 ans avec ce qu'on appelle le kindergarten, qui est donc l'équivalent de la grande section de maternelle en France, qui n'est pas obligatoire dans tous les États. Et avant cette année de kindergarten, on a ce qu'on appelle les preschool, donc qui sont l'équivalent à peu près de la petite section, moyenne section de maternelle en France, et qui donc ne sont pas non plus obligatoires, qui sont parfois payantes et très onéreuses, et quand elles sont gratuites, elles sont à destination d'une population particulière. Donc finalement, tous les enfants ne vont pas rentrer à, à l'école élémentaire avec le même nombre d'années d'école maternelle euh, donc entre eux. Enfin, il y aura une grande différence entre eux en termes de nombre d'années d'école maternelle. Ce qui pourrait donc accentuer les inégalités des enfants, pardon, accentuer les inégalités en termes de compétences académiques des enfants à l'entrée à l'école élémentaire. Et donc ces inégalités pourraient se poursuivre plus tard dans la scolarité et donc être à l'origine des associations que l'on a pu voir juste avant. Et donc ce graphique, il représente un peu cette hétérogénéité, enfin cette différence en tout cas entre la France où on a quelque chose de plus homogène et les États-Unis où c'est plus hétérogène. Puisque ici en abscisse, on voit donc les pays. Ce qui nous intéresse, c'est la France ici et les États-Unis donc ici. Et on voit qu'en France, ici, donc pardon, en ordonnée, ça représente le pourcentage d'enfants qui sont scolarisés dans un système d'éducation de la petite enfance, donc l'école maternelle. Et on peut voir qu'en France, on a 100% des élèves qui sont âgés de 3 ans, donc le carré bleu que l'on distingue. 100% des élèves sont déjà inscrits à l'école maternelle dès l'âge de 3 ans. Alors que, oups, je vois plus ma flèche, voilà. Alors qu'aux États-Unis, on a quelque chose de beaucoup plus réparti, beaucoup plus hétérogène encore une fois, puisqu'on voit que à l'âge de 3 ans, on a environ 40% des élèves qui sont inscrits entre guillemets à l'école maternelle. À 4 ans, un peu plus de 60%, 70%, et à 5 ans, environ 90%. Donc la question qu'on s'est posée, nous, dans cette étude, dans un premier temps, c'était de savoir si justement cette homogénéité de l'école maternelle en France, elle ne permettait pas de diminuer les inégalités de niveau entre les élèves à l'entrée à l'école élémentaire, et donc qu'elle
elles ne soient pas forcément à l'origine des inégalités qu'on peut voir à la fin de l'école élémentaire, que voilà, il n'y aurait pas d'association entre les deux. Donc la question qu'on s'est posée en d'autres termes, c'est de savoir si dans le contexte scolaire français, est-ce que les compétences académiques en maternelle étaient prédictives des compétences académiques plus tard. Et donc pour ça, on a donc, comme on l'a très bien dit dans l'introduction tout à l'heure, on a donc utilisé un design longitudinal. On a donc suivi trois cohortes d'enfants qui ont été testés dans le cadre d'une précédente étude menée par Courtier et collaborateurs. Donc ces enfants ont été testés en 2017, 2018 et 2019 lorsqu'ils étaient en grande section de maternelle et âgés de 5 ans. Et on les a évalués, enfin les chercheurs à l'époque les ont évalués sur leurs compétences en langage et en mathématiques. On verra que c'est pas les seules mesures qui ont été faites en maternelle, mais pour l'instant c'est celles qui nous intéressent pour la question des compétences, du développement des compétences académiques. Et donc ces enfants, donc on les a retrouvés 5 ans plus tard dans le cadre justement de ma thèse. Et on les a testés de nouveau, donc cette fois-ci en 2022, 2023 et 2024, alors qu'ils étaient âgés de 10 ans et donc en classe de CM2. Et on les a de nouveau testés sur leurs compétences en lecture et en mathématiques. Donc au total, on a inclus dans notre étude 95 enfants. Donc vous avez peut-être vu sur la diapo précédente qu'on avait testé 105 enfants, enfin on avait suivi 105 enfants de la maternelle au CM2, mais on en a enlevé 10. Donc je ne détaillerai pas ici pourquoi, mais on en a enlevé 10 de l'échantillon. Donc on se retrouve avec 95 enfants inclus dans l'étude, donc qui ont été suivis de la grande section de maternelle jusqu'en CM2. Et donc, on a évalué, oui, les hypothèses de cette étude, les analyses, les objectifs, etc. ont été préenregistrés en amont. Et donc, on a évalué dans quelle mesure eh bien, les compétences académiques de maternelle étaient prédictives des compétences académiques en CM2, et ce pour les quatre associations dont on a parlé juste avant, donc entre les compétences en mathématiques en maternelle et les compétences en mathématiques en CM2, de même pour la lecture et aussi donc pour les relations entre domaines académiques, dont on a parlé juste avant. Donc en ce qui concerne les compétences qu'on a testées, on s'est principalement concentré sur la résolution de problèmes mathématiques pour la question des mathématiques, puisque c'est le test qui a été utilisé. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le Woodcock-Johnson problème appliqué. Et en fait, c'est un test qui est progressif en fonction de l'âge. Donc il a été utilisé à la fois en maternelle et en CM2. Donc les enfants allaient plus ou moins loin dans les items en fonction de leur âge. Et pour la lecture, on s'est concentré sur les compétences de décodage. Et là, les tests étaient différents entre la maternelle et le CM2. C'était des tests qui étaient adaptés à chaque âge. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est effectivement que dans le contexte scolaire français, on observait une relation entre le score de résolution de problèmes en mathématiques en maternelle et le score de résolution de problèmes mathématiques en CM2, que l'un était prédictif donc de l'autre. De même pour la lecture. Et on a également mis en évidence les associations entre domaines académiques, donc où les scores en résolution de problèmes mathématiques en maternelle étaient prédictifs des scores de lecture en CM2. Et la relation inverse également, où les scores donc en lecture en maternelle étaient prédictifs des scores en résolution de problèmes mathématiques en CM2. Donc finalement, ces résultats, ils nous permettent de répondre à une première question qu'on s'était posée dans cette étude, c'était de savoir s'il existait une association entre les compétences académiques en maternelle et la réussite scolaire ultérieure, en l'occurrence ici en CM2, dans le contexte scolaire français. Et donc, on a bien effectivement mis en évidence des associations au sein d'un même domaine académique, donc entre les mathématiques en maternelle qui étaient prédictives donc des compétences en mathématiques en CM2. De même pour la lecture, où la lecture donc en maternelle, enfin les compétences en lecture en maternelle étaient prédictives des compétences en lecture en CM2 et également donc des associations entre domaines académiques, donc où les compétences en mathématiques en maternelle étaient prédictives des compétences en lecture en CM2 et vice-versa.
Donc finalement, Excusez-moi, est-ce les... que je peux vous Oui. interrompre? Est-ce que ça vous ennuie qu'on vous pose des questions pendant le... Non, moi, peu importe, comme vous préférez, on peut D'accord. mixer un peu. Ouais. Une petite question, je ne sais pas si tout le monde dans l'audience est familier avec ce concept de prédiction par rapport aux analyses que vous avez faites. Ouais. Est-ce que ça vous ennuie de traduire un peu exactement ce que ça signifie en nous montrant votre graphe Oui, bien sûr. en- Alors, je vais revenir un peu en arrière. Donc, par exemple, moi, je peux prendre par exemple ces associations-là. Donc, les analyses qu'on a faites pour vous dire, ce sont des analyses de régression, donc c'est pas forcément quelque chose qui est connu de tout le monde, effectivement. En fait, on regarde dans quelle mesure le score Enfin, est-ce que les enfants, pour faire assez simple, est-ce que les enfants qui ont un score relativement bas en maternelle, par exemple, si on prend le cas des mathématiques, est-ce qu'ils ont un score relativement bas en mathématiques en CM2? Et inversement, est-ce que les enfants qui ont des scores relativement hauts en maternelle, est-ce qu'ils ont des scores relativement hauts également en CM2? Et c'est effectivement le cas ici. Quand on dit qu'il y a une association entre les deux, c'est que les élèves qui sont les plus en difficulté en mathématiques en maternelle, ce sont ceux qui sont aussi euh, en difficulté en mathématiques en CM2, si je prends donc ce graphe-ci. Inversement, pour les élèves qui réussissent mieux, voilà, ils ont les scores relativement hauts en maternelle et également en CM2. Voilà. Et donc ces associations, ce sont les mêmes pour la lecture, c'est le même principe. Et pour les associations entre domaines académiques, le principe est le même. Ceux qui réussissent bien en mathématiques en maternelle sont aussi ceux qui réussissent bien en lecture en CM2 et inversement, donc pour la relation inverse. Euh, donc, une fois qu'on a mis en évidence ces associations, on en a conclu que finalement, l'homogénéité de l'école maternelle, elle semblait pas permettre de diminuer les disparités de niveau entre les élèves à l'entrée à l'école élémentaire, et donc que ces inégalités de niveau, elles continuaient au fur et à mesure de la scolarité et qu'on les retrouvait bah, effectivement à la fin de l'école élémentaire, début de collège, comme on a pu le voir dans la toute première diapositive juste enfin, au début de la présentation. Donc effectivement, les inégalités de niveau à la fin de l'école élémentaire sont déjà présentes à l'école maternelle. Et je voulais quand même faire un petit disclaimer ici, dans le sens où je voudrais pas avoir un discours un peu alarmiste et déterministe, dans le sens où c'est pas parce que un enfant va être en difficulté en maternelle que tout est foutu et que il aura forcément des difficultés plus tard dans la scolarité. Là, les corrélations, les associations qu'on a mis en évidence ici, ce sont des associations à l'échelle d'un groupe. Donc, de manière générale, à l'échelle d'un groupe, on observe ces associations. Mais il y a des enfants qui échappent totalement à cette règle. Même dans nos analyses, on a pu voir des enfants qui avaient des difficultés en maternelle, mais qui rattrapaient leur retard en CM2 et qui se retrouvaient dans la moyenne, même parfois en, en étant meilleurs que la moyenne. Par ailleurs, il y a aussi des enfants qui ne peuvent ne pas avoir de difficultés en maternelle et se retrouver avec des difficultés plus tard en CM2. Donc voilà, il y a quand même de la variabilité au niveau individuel, mais à l'échelle d'un groupe, en tout cas, c'est des associations donc, que l'on observe. Et par ailleurs, la trajectoire, elle peut aussi être modifiée. Maintenant, il y a tout un tas de recherches qui est faite sur comment aider les enfants en difficulté dès le plus jeune âge. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est pas déterminé dès la maternelle, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe à l'échelle d'un groupe d'enfants. Voilà. Oui, Sarah, je vois qu'il y a une oui, question. Et puis, il y oui, a aussi tout à l'heure Elul qui a trouvé l'astuce pour réussir à partager votre écran, qu'on le voit nous en mode plein écran et que vous ah ayez oui. votre présentateur, elle l'a mis dans le chat. Ah bah pardon, j'ai pas accès au Vous chat, donc voyez. je vais aller tout de suite. Mais donc, en tout cas, il y a une question de Lucie Vignon. Oui, bah dites-moi, Lucie. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous avez pris en compte d'autres variables pour ajuster, voir s'il y a d'autres facteurs qui pouvaient influencer cette association? Enfin, je ne sais pas si avec un coefficient de corrélation, on ajuste aussi sur un
termes statistiques. Je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Oui, alors oui, on peut prendre en compte différentes choses. Alors là, ici, nous, on voulait vraiment voir les associations, entre guillemets, pures, sans prendre en compte Ok, d'autres variables. On le verra ensuite quand on a exploré la question des fonctions exécutives et des compétences sociales, qu'on a pris justement en compte ces variables. Mais là, on voulait voir, alors on a quand même ajusté pour le genre des enfants. ok, Et également leur âge, parce qu'on sait que ça peut avoir une influence sur les compétences académiques des enfants. Donc, on a ajusté pour ces deux variables, mais ensuite, on voulait voir vraiment les associations entre les deux sans prendre en compte voilà, d'autres facteurs. Mais on le verra ensuite dans d'autres analyses. On a pris en compte donc, tout ce qui est compétences sociales, fonctions exécutives. ok, très bien. Merci beaucoup. Et du coup, je vais regarder si j'arrive à mettre... J'imagine que ça aurait été trop compliqué de rajouter les facteurs sociodémographiques comme la profession des parents, enfin, le Ouais. milieu d'origine, parce que en fait, c'est là où on se retrouve dans une situation où c'est un peu difficile de faire abstraction de toute cette réalité qui a quand même été étudiée en long, en large et en travers par les sociologues. Oui, tout à fait. Alors en fait, pour tout vous dire, la profession des parents, elle a été, on a essayé, enfin l'étudiante en thèse qui était avant moi, qui a évalué les enfants en maternelle, elle a justement voulu récolter ces données-là. Et c'était extrêmement compliqué à récolter parce que ben, les parents donnaient pas forcément les informations, etc. Et en fait, nous, on a fait le choix ici de pas le faire parce que ben, on s'était bien rendu compte qu'en maternelle, c'était compliqué, mais en connaissance de cause, dans le sens où tous les enfants qu'on a testés ici sont des enfants qui étaient dans les mêmes écoles, dans la même ville, donc qui était située dans la périphérie de Lyon. Donc, les écoles, c'était toutes les deux des écoles REP+. Et on savait que globalement, entre les élèves, il n'y aurait pas énormément de variabilité en termes de statut socio-économique. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on a... Mais on a conscience que voilà, il peut y en avoir quand même une petite. Mais voilà, on a fait ce choix-là puisqu'on s'était rendu compte que c'était compliqué à collecter ce genre d'informations. Par contre, on a regardé l'indice de position sociale des écoles pour quand même le documenter dans l'article. Enfin, si vous le lisez, je vous ai mis le QR code à la fin, vous verrez que on a pris en compte cette donnée-là quand même pour qu'il y ait une idée de ce qu'on, voilà, du type de la position sociale des écoles qui ont été testées, quoi. Merci beaucoup. Voilà. À la suite de cette première question, euh, on s'est ensuite posé, donc on a mis en évidence effectivement qu'il y avait ces associations, que les compétences académiques en maternelle, elles semblaient être prédictives des compétences académiques en CM2. Mais la question qu'on s'est posée, c'est bah, effectivement, quels sont les mécanismes qui se jouent? Qu'est-ce qui fait que des élèves qui sont en difficulté en maternelle sont toujours en difficulté plus tard dans la scolarité et inversement, donc pour les élèves qui réussissent mieux? Et donc, la première hypothèse, qui est l'hypothèse principale de la littérature scientifique, qui donc pourrait expliquer ces associations, ou en tout cas une partie de ces associations, c'est l'hypothèse de l'empilement de compétences, qui suggère que justement, dans le cas d'apprentissage cumulatif, comme les mathématiques ou la lecture, les premiers apprentissages, donc les compétences de base, qui sont donc acquis en maternelle, serviraient justement de base pour pouvoir empiler des compétences plus complexes au fur et à mesure de la scolarité, un petit peu à la manière de Lego finalement. Et donc, dans le cas des mathématiques et de la lecture, si je fais simple et rapide, donc pour illustrer, pour les mathématiques, donc les enfants vont d'abord apprendre à maîtriser la notion du nombre, le sens du nombre, qu'est-ce qu'il signifie, voilà, qu'est-ce qu'il représente. Ensuite, ils vont pouvoir se reposer sur ces compétences pour pouvoir maîtriser l'arithmétique. Et enfin, plus tard, se reposer sur toutes ces compétences acquises pour apprendre l'algèbre. Et pour la lecture, on a quelque chose de similaire où les enfants vont dans un premier temps apprendre à faire correspondre les lettres et les sons, puis à reconnaître des mots,
puissent constituer un vocabulaire et enfin donc pouvoir comprendre des textes écrits. Donc ici, c'est vraiment pour illustrer cette notion d'apprentissage cumulatif qui caractérise les mathématiques et la lecture, mais bien sûr que ça ne va pas uniquement dans ce sens-là. Pour la lecture, enfin, le vocabulaire va être enrichi, notamment aussi par la lecture de textes, mais ça reste quand même des apprentissages qui sont relativement cumulatifs. Et donc, cette hypothèse, on le comprend bien, elle est spécifique à un domaine académique particulier, donc les mathématiques d'une part et la lecture d'autre part, puisqu'on va empiler au fur et à mesure les compétences en mathématiques et les compétences en lecture. Mais elle ne permet pas d'expliquer que certaines études montrent des relations entre domaines académiques, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, où les compétences en mathématiques en maternelle prédisent les compétences en lecture en CM2 et vice-versa. Et par ailleurs, dans la salle de classe, il y a beaucoup d'autres compétences qui vont rentrer en jeu et qui interviennent probablement dans le développement des compétences académiques. Donc, bien que ce soit l'hypothèse principale qui permettrait d'expliquer que les compétences académiques en maternelle soient prédictives des compétences académiques plus tard dans la scolarité, c'est probablement pas le seul mécanisme qui interviendrait. N'hésitez pas à me dire s'il y a des questions au fur et à mesure dans le chat parce que je n'ai pas accès à ces questions. Donc, parmi les autres mécanismes qui ont été proposés dans la littérature, eh bien, il y a les fonctions exécutives. Donc, ce sont cette fois-ci des mécanismes généraux qui donc vont pouvoir intervenir dans le développement des compétences académiques, mais aussi qui vont pas forcément être spécifiques à ces compétences académiques, qui peuvent intervenir dans d'autres situations, et notamment des situations de la vie quotidienne. Et donc, nous, on a choisi d'explorer la question des fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mécanismes cognitifs de haut niveau qui vont donc coordonner l'ensemble des autres fonctions cognitives du cerveau et vont permettre la régulation et le contrôle du comportement dans des situations nouvelles ou complexes, un petit peu à la manière d'un chef d'orchestre finalement. Et donc des fonctions exécutives, il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les citer ici, je vais simplement parler de celles que l'on a étudiées dans cette étude. Et donc, on s'est principalement intéressé à la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est donc une mémoire à court terme qui va donc permettre de stocker et de manipuler des informations en mémoire. Et par exemple, la mémoire de travail, elle va pouvoir intervenir dans la résolution d'un calcul mental, dans le cas des mathématiques, où on va l'utiliser pour maintenir en mémoire les différents éléments d'une opération, que ce soit les chiffres, les nombres ou le signe de l'opération. Et ensuite, manipuler tout ça, donc, pour pouvoir trouver le bon résultat. Et la mémoire de travail, elle peut aussi intervenir dans le cas de la lecture pour maintenir en mémoire les informations et manipuler donc les informations pertinentes d'un texte, donc pour voilà, pouvoir comprendre ce texte au fur et à mesure de la lecture. On s'est également intéressé à la planification. Donc, ça va être cette capacité à atteindre, à pouvoir sélectionner les bonnes stratégies pour pouvoir atteindre un but précis. Et on s'est également intéressé à l'autorégulation du comportement. Donc, qui cette fois-ci n'est pas une fonction exécutive à proprement parler, puisque par définition, c'est la capacité à réguler son propre comportement, mais elle va faire appel à différentes fonctions exécutives, notamment la mémoire de travail, mais aussi la flexibilité et l'inhibition. Et donc, on a fait l'hypothèse que donc des enfants qui réussissent bien à l'école maternelle sont aussi ceux qui réussissent bien plus tard dans la scolarité, notamment parce qu'ils pourraient avoir de meilleures fonctions exécutives, et inversement, donc pour les élèves qui ont le plus de difficultés. Donc, concrètement, comment est-ce que les compétences académiques en maternelle pourraient prédire les compétences académiques en CM2 via ces fonctions exécutives? Eh bien, dans un premier temps, les compétences académiques en maternelle pourraient prédire les compétences exécutives ultérieures, notamment parce que les enfants qui ont de meilleures compétences académiques seraient
engagés dans des situations d'apprentissage plus complexes, donc qui pourraient donc permettre le développement de ces compétences exécutives. Donc les compétences académiques joueraient un rôle d'échafaudage finalement pour le développement des fonctions exécutives. Et par ailleurs, les compétences exécutives permettraient le développement de compétences académiques plus avancées, puisque voilà, elles seraient engagées dans des situations d'apprentissage plus complexes. Elles permettraient également l'adaptation à l'environnement scolaire, et donc ce qui permettrait d'acquérir des compétences académiques plus avancées. Donc on a fait l'hypothèse ici que un des potentiels mécanismes explicatifs du développement des compétences académiques serait donc les fonctions exécutives. Les autres mécanismes généraux dont on a exploré le rôle comme potentiel mécanisme explicatif des compétences académiques, ce sont la cognition sociale et les compétences sociales, donc qui relèvent plutôt cette fois-ci de compétences qui vont rentrer en jeu dans les interactions avec les individus. Donc, et oui, pardon, ce que j'ai pas dit, c'est que ces compétences, de manière assez intéressante, elles sont bien moins, leur relation avec les compétences académiques est bien moins explorée que la question des fonctions exécutives dans la littérature. Et pourtant, l'apprentissage scolaire, c'est un processus qui est quand même assez social, qui va impliquer notamment la transmission de connaissances de l'enseignant vers l'élève, mais également de l'apprentissage collaboratif entre les élèves. Et donc, effectivement, parmi ces compétences, on a distingué d'une part la cognition sociale, qui est donc, qui regroupe l'ensemble des capacités cognitives qui vont permettre la compréhension d'autrui, donc notamment la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui, à reconnaître des relations, à comprendre des relations entre les personnes, à reconnaître des signaux émotionnels, etc. Et parmi toutes ces compétences, nous, on s'est intéressé plus particulièrement à la théorie de l'esprit, donc qui est la capacité à comprendre ses propres états mentaux et ceux d'autrui. Donc par états mentaux, je veux dire tout ce qui va être désir, intention, émotion, pensée. Et par ailleurs, on a distingué également donc les compétences sociales qui ici vont plus relever des comportements des individus dans des situations sociales et leur capacité à élaborer donc des réponses appropriées socialement pour pouvoir donc construire des relations positives avec autrui. Et donc là, de la même manière, on a suggéré ici que des élèves qui seraient meilleurs en termes de compétences académiques en maternelle seraient également les bons élèves plus tard dans la scolarité et que ça pourrait passer par une plus ou moins bonne capacité à comprendre les états mentaux d'autrui et ou une plus ou moins bonne et ou de plus ou moins bonnes compétences sociales. Et donc concrètement, comment est-ce que les compétences académiques en maternelle pourraient prédire les compétences académiques en CM2 par ces capacités de théorie de l'esprit et de compétences sociales? Eh bien parce que d'une part, les compétences académiques en maternelle pourraient permettre de développer les compétences en théorie de l'esprit, notamment parce que, par exemple, si on prend le cas de la lecture, le fait de lire des textes, ça implique de se mettre à la place des personnages, à la place de l'auteur, de comprendre ses intentions, les pensées des personnages et de l'auteur, ce qui pourrait donc permettre de développer ses capacités de théorie de l'esprit. Par ailleurs, le fait d'avoir de meilleures compétences académiques, ça permettrait donc aux enfants d'avoir une meilleure confiance en eux et une meilleure estime d'eux-mêmes et donc moins de comportements perturbateurs, ce qui pourrait donc favoriser les interactions avec à la fois les enseignants et les autres élèves et donc développer les compétences sociales. Et par ailleurs, donc des enfants qui vont avoir de meilleures capacités à comprendre les états mentaux des enseignants, de leurs enseignants et des autres élèves, et également une capacité à établir de meilleures relations avec eux. Donc favoriserait l'apprentissage à la fois collaboratif, la compréhension de feedback qui serait donné par les enseignants, et tout ça favoriserait donc l'apprentissage et le développement des compétences académiques ultérieures. Donc finalement, notre deuxième hypothèse ici, c'était que les compétences académiques en maternelle seraient prédictives des compétences académiques en CM2, notamment enfin, que les élèves qui seraient les moins en difficulté
en maternelle seraient aussi ceux qui seraient le moins en difficulté en CM2, notamment parce qu'ils auraient une meilleure théorie de l'esprit et de meilleures compétences sociales, et inversement pour les élèves donc, qui réussissent moins bien. Et donc pour évaluer ça, on reprend donc notre étude longitudinale dont j'ai parlé juste avant, donc avec les enfants qui ont été testés en maternelle. Donc je l'ai dit, ils n'ont pas uniquement été testés sur leurs compétences en langage et en mathématiques, ils ont également été testés sur leurs fonctions exécutives, donc mémoire de travail, planification et autorégulation qu'on a vu juste avant, sur leur théorie de l'esprit et leurs compétences sociales. Et en CM2, on les a de nouveau évalués sur leurs fonctions exécutives et plus particulièrement la mémoire de travail, sur leur théorie de l'esprit et leurs compétences sociales. Et comme parfois, c'est pas toujours très intuitif, en tout cas pour les personnes qui sont pas forcément habituées à ce type de sujet ou de tests, j'ai voulu ici vous illustrer les tests qu'on a utilisés pour évaluer justement ces compétences sociales et ces fonctions exécutives pour que ce soit un petit peu plus concret pour ceux qui ont moins d'habitude. Donc, par exemple, pour la mémoire de travail, on a utilisé un test qui s'appelle les blocs de Corsi. Donc, ce test, il a été utilisé à la fois en maternelle et en CM2 pour évaluer donc la mémoire de travail des enfants. Et donc, le principe, c'est le suivant. Là, vous avez la vue de l'expérimentateur. L'expérimentateur, il voit des chiffres qui sont donc sur les blocs. C'est simplement pour l'aider à faire de la passation. Et l'élève se trouve donc en face de l'expérimentateur et lui, il voit simplement des cubes bleus, il voit pas du tout les chiffres qui sont indiqués sur les cubes. Et donc l'idée, c'est que l'expérimentateur va pointer du doigt une séquence de cubes, donc de plus en plus difficile. Donc au départ, 2 cubes, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5 et ainsi de suite. Et il va demander à l'enfant de reproduire cette séquence, mais cette fois-ci dans le sens inverse de l'ordre qui lui a été montré. Donc là, on voit bien que ça teste la mémoire de travail dans le sens où l'enfant va devoir maintenir en mémoire la séquence qui lui a été montrée et manipuler donc ça pour pouvoir montrer la séquence dans le sens inverse. Pour ce qui est de la théorie de l'esprit, donc là je vous ai mis les tests que j'ai fait passer donc en CM2, parce que comme c'est moi qui les ai fait passer, c'est plus simple d'en parler. Donc en CM2, on a utilisé ces deux tests-là. Donc le premier ici, le principe c'était de présenter aux enfants des images d'un regard. Et les enfants devaient choisir parmi 4 propositions ce qui représentait mieux l'émotion, la pensée, la sensation de la personne qui était donc prise en photo au milieu. Et donc il y avait à peu près, il me semble, 28 images comme celle-ci où les enfants devaient choisir à chaque fois ce que pouvait penser la personne. Elle est difficile cette image, je trouve, hein, avec la Ouais, dissymétrie du regard, bon, à part qu'il est clairement, il n'est pas détendu, mais je- non. même pour les adultes, je trouve ça pas évident en fait. Oui, oui, tout à fait. Et c'est effectivement, enfin, on a ce test, il est assez parfois critiqué sur notamment effectivement la difficulté, les termes qui sont utilisés, le fait que est-ce que il initialement il a été fait pour mesurer la théorie de l'esprit, mais je sais que c'est une question en ce moment dans la littérature scientifique de savoir s'il mesure vraiment ça. En tout cas, il était utilisé pour des enfants de cet âge-là et il a été développé pour des enfants de cet âge-là. C'est pour ça qu'on l'avait utilisé. Mais je suis d'accord que voilà, il peut être critiqué. Et on a utilisé également ce test-là. Alors là, le principe, c'est qu'on présentait aux enfants une petite histoire sous forme de BD, donc trois cases. Et l'idée, c'est que l'enfant devait compléter l'histoire avec une quatrième case parmi 3 propositions. Donc, dans ce test-là, on évaluait la capacité des enfants à attribuer des intentions ou des émotions. Et donc là, ici, typiquement, c'est la capacité à attribuer une émotion, puisqu'on voit que donc sur la première case, la petite fille espère avoir pour son anniversaire un ours comme cadeau. Elle ouvre le cadeau et elle se rend compte qu'il y a un cadre. Et donc là, l'enfant doit deviner quelle va être sa réaction, son émotion. Donc, a priori, ce sera la réponse C, elle ne sera pas forcément très contente, voire très triste.
Ensuite, pour les compétences, la capacité à partager, je sais pas si vous l'avez vu juste avant, je ne l'ai pas forcément dit, mais donc parmi les compétences sociales, on a évalué la capacité à partager. Euh, et là, c'est la capacité à partager entre soi et autrui. On a utilisé ce qu'on appelle le test du dictateur, pour ceux qui connaissent. On l'a utilisé à la fois en maternelle et en CM2. Il a été adapté, vous verrez pourquoi, en maternelle et en CM2, mais le principe était le même. C'est qu'on présentait donc en maternelle 10 images aux enfants et on leur disait qu'il n'y en avait pas assez pour tous les autres élèves et que si l'enfant le souhaitait, il avait la possibilité de partager ces vignettes, ces images aux autres enfants. Donc l'élève pouvait soit tout garder pour lui, soit tout donner pour les autres, soit partager et en garder une partie pour lui et une partie pour les autres. Et donc on l'a adapté en CM2, puisque en CM2 on a mis des bonbons, puisqu'on s'est dit que les images en CM2 ce serait pas du tout motivant pour les enfants. Donc voilà, pour essayer de motiver un peu plus et que ce soit plus représentatif, on a utilisé les bonbons en CM2. Et là, je ne l'ai pas mis sur ce diaporama, mais on a aussi, je voulais aussi parler de la capacité à réguler son propre comportement, donc l'autorégulation comportementale. Elle a été testée donc en maternelle. Et là, l'idée, c'était qu'on a utilisé le HTKS. Donc, qui est un test où le principe, c'est que l'expérimentateur va dire à l'enfant dans un premier temps, quand je me touche la tête, tu dois toucher les pieds et inversement. Et ensuite, il rajoute une deuxième règle, donc une difficulté. Et là, il lui dit, bah, quand je me touche les épaules, tu te touches les genoux et inversement. Donc là, ici, on voit bien que ça fait appel aux fonctions exécutives d'une part parce que l'enfant va utiliser sa mémoire de travail pour maintenir en mémoire les différentes règles qui lui ont été données. L'inhibition, puisque ben, l'enfant va devoir inhiber ce comportement euh, instinctif qui va être de faire exactement ce que l'expérimentateur lui demande, mais plutôt là, donc de faire l'inverse. Et la flexibilité aussi bah, pour pouvoir passer d'une règle à l'autre. Donc, en ce qui concerne les résultats, la première question, je vous le rappelle, c'était de savoir si les fonctions exécutives expliquaient au moins en J'ai partie. une question. Oui, dites-moi. En fait, je voulais juste savoir, avant que vous passiez après les tests, Oui. concernant les images que vous avez montrées du cadeau reçu, est-ce qu'il y Oui. avait... Enfin, par exemple, je me dis, si certaines avaient choisi la réponse A au lieu de la réponse C, est-ce que ça en Oui. disait sur leur comportement et leur façon de réguler leurs émotions ou pas? Alors, je sais pas si on a aussi des questions par Euh, rapport à ça. alors là, l'idée, c'était d'évaluer si l'enfant était capable de se mettre à la place d'une autre personne et de Mhm. comprendre ce que l'autre personne pouvait ressentir et donc d'évaluer finalement la théorie de l'esprit. Si l'enfant dans ce test-là répondait A, a priori, on le considérait comme faux et donc ça diminuait entre guillemets son score et sa capacité, selon nous, comment on l'a évalué, à comprendre et à se mettre à la place de l'autre. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, entre autres, c'est ça. Parce que, en fait, je me demandais, par exemple, moi, je me dis, même si enfin, la fille sur l'image ne s'attendait pas à recevoir en cadre, mais qu'au final, elle l'avait reçu, elle était heureuse, ça Ouais, pouvait tout à aussi fait. peut-être illustrer le fait qu'on pouvait se contenter d'autres choses, de ce à quoi on s'attendait de base. Donc, je me Ouais. demandais si ça traduisait en côté comportemental des enfants aussi. Mais oui, oui. Ouais, je comprends. Bah, en fait, pour éviter ça, effectivement, il y a quand même la première image qui montre qu'il y a une certaine envie et un certain espoir d'avoir un certain cadeau. Mais après, effectivement, l'interprétation encore plus loin, comme vous l'entendez, on ne l'a pas exploré là. Donc, ça serait hyper intéressant d'ailleurs, mais effectivement, on l'a pas mesuré ici. Parfait, merci. Ah, Merci à vous. il y a aussi encore une question. Voilà, Oui, allez-y. Lucie. Oui. C'était sur le test avec les bonbons là, du dictateur, c'est ça que vous l'avez Oui, appelé? Ouais. oui. Euh, Est-ce qu'il y a un moyen, enfin j'imagine que non, mais est-ce qu'il y a un moyen de contrôler un peu le biais de désirabilité sociale? Parce que on imagine que les enfants se disent que c'est bien de partager et qu'ils vont le faire parce qu'ils savent qu'ils sont observés ou testés.
Bon, après, il s'applique du coup pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose par rapport à ça ou juste de nommer ce biais? Oui. Alors, je ne l'ai pas précisé effectivement, mais nous, on regardait pas, on leur expliquait la règle, entre guillemets, enfin, ce qu'ils étaient censés faire. Et ensuite, on se retournait, enfin, on regardait pas du tout ce qu'ils faisaient. Et en fait, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'on avait présenté deux sachets qui étaient opaques et l'enfant mettait dans un sachet ce qu'il voulait partager et dans l'autre sachet ce qu'il voulait garder pour lui. Il fermait tout. Donc tout ça sans que l'expérimentateur puisse voir quoi que ce soit. Ensuite, voilà, l'enfant Oui. avait fini le test. Donc a priori, on a essayé justement de contrôler Ouais, ça en faisant ça. ouais, ouais, tout à fait. Ok, Ouais. merci. Oui, pardon. Moi, c'était juste une remarque sur la question qu'il y avait avant sur les vignettes. En Mm. fait, j'étais dans un autre séminaire sur la constitution de questionnaires et il y a des techniques qui visent à demander, en fait, dans les phases de test, dans les questionnaires, tout ce qui passe, en fait, par la tête de la personne qui est censée répondre. Et je me suis dit que dans le cas des vignettes, ça peut être une bonne technique juste en phase de test, hein, pas dans le questionnaire effectif, mais pour savoir ce qui se passe en fait dans la tête de l'enfant quand il voit les vignettes. Ouais. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne idée. Et en fait, là, ce qu'on a dû faire et comment on a dû composer avec, c'est en fait quand on a voulu donc évaluer de nouveau les enfants qui étaient en CM2, on a donc présenté le projet aux enseignants. Et le deal avec les enseignants, c'est que ça devait pas prendre trop de temps scolaire aux enfants. Donc, on leur a proposé de prendre les enfants d'une part en individuel pour certains tests, 1 heure par enfant, et ensuite 1 heure en classe entière pour d'autres tests. Et ce test-là, on l'a fait passer en classe entière, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu recueillir après. Bon, on aurait sûrement utilisé un autre test puisque celui-ci ne le suggère pas. Mais en tout cas, on a utilisé ce test aussi parce qu'il était faisable en classe entière. Et effectivement, du coup, bah, on peut recueillir moins de données, mais effectivement, ce serait hyper intéressant. Je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a Lucie qui a une question aussi, Oui. qui a la main levée. Ah non, pardon, c'est juste que j'ai pas rebaissé ma Ah, main, d'accord, mais d'accord. c'était bon. Merci. Ok, Désolée. parfait. Pas de souci. Donc, Ah, il y a maintenant, s'il y a quelqu'un dans le chat qui demande ah pourriez oui, écrire la consigne associée aux images. Écrire ou j'ai- décrire peut-être, non? décrire la consigne associée aux images, auquel image? J'imagine l'image de l'histoire où il faut rajouter une. Une vignette? Faut choisir la dernière vignette. Ouais. J'imagine que c'est ça. Alors, je me rappelle plus exactement des mots précis. Si ça intéresse la personne qui a posé la question, je remettrai mon mail pour lui envoyer le test en question. Mais l'idée, c'était comme je l'ai dit, on disait qu'on leur présentait des histoires et qu'ils devaient compléter l'histoire en fonction de ce qui leur semblait le plus logique, enfin le plus probable. Voilà. Les termes, je les ai plus exactement, donc comme ça fait 1 an aussi en plus que j'ai fini ma thèse, voilà, je vous les enverrai si ça vous intéresse. Voilà, sa question, c'est de savoir si les consignes étaient bien explicites. Ouais. Ouais, j'enverrai la consigne. Enfin, n'hésitez pas à m'écrire un mail et je vous enverrai exactement la consigne. Je les ai encore sous la main. Oui, je pense qu'on peut dire que les consignes sont vraiment explicites dans ce test, hein. Oui. Ouais. Mm. Oui, oui, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, mais par contre, effectivement, je ne saurais plus dire les mots exacts. Donc, pour passer du coup au résultat, donc pour rappel, la question qu'on se posait, c'était de savoir si les fonctions exécutives expliquaient au moins en partie le développement des compétences académiques. Et donc, effectivement, on a mis en évidence, donc, dans un premier temps, que la capacité à réguler son propre comportement expliquait en partie que les compétences en mathématiques en maternelle soient prédictives des compétences en mathématiques en CM2. Et donc, nous, on l'a interprété, on a suggéré en tout cas, que ça pourrait être dû au fait que les fonctions exécutives qui sont engagées dans la régulation du comportement permettraient notamment de travailler avec plusieurs représentations de concepts mathématiques, de pouvoir aussi résoudre des problèmes mathématiques, puisque c'est la compétence qu'on mesurait ici, plus ou moins long et complexe,
Et également, la capacité à réguler son propre comportement permettrait de mieux de bénéficier de l'instruction reçue en mathématiques, donc ce qui pourrait expliquer ces associations. Oups. On a également mis en évidence que la capacité à réguler son propre comportement expliquait en partie que les compétences en lecture en maternelle soient prédictives des compétences en mathématiques en CM2. Et ici, donc, ça montre vraiment plutôt le rôle de facteur général de l'autorégulation dans la réussite académique des élèves, et notamment puisqu'elle permettrait la capacité, enfin, elle permettrait, pardon, de réguler son propre comportement en classe dans un environnement scolaire qui est parfois nouveau, parfois complexe, et donc de s'adapter justement à cet environnement scolaire, et donc ce qui serait donc associé à plus, à de meilleures compétences académiques, et par ailleurs, voilà, qui serait, oui, pardon, qui serait associé à de meilleures compétences académiques. Et également, on a mis en évidence que la mémoire de travail expliquait en partie que les compétences en mathématiques en maternelle soient prédictives des compétences en mathématiques en CM2. Et ici, donc, on a suggéré que c'était dû au fait que la mémoire de travail permettait aux enfants donc de résoudre des problèmes plus ou moins longs et complexes en plusieurs étapes. Et donc, c'est pour ça qu'elle expliquerait donc en partie ces associations. Donc finalement, on observe ici, grâce à ces résultats, que la capacité à réguler son propre comportement et également les compétences en mémoire de travail expliquent en partie le développement des compétences académiques entre la maternelle et le CM2, donc toujours dans le contexte scolaire français. Et ensuite, la deuxième question qu'on se posait, c'était de savoir si la cognition sociale, et plus particulièrement la théorie de l'esprit, et les compétences sociales expliquaient, au moins en partie, le développement des compétences académiques. Et donc, ce qu'on a mis en évidence, c'est que la théorie de l'esprit qu'on a mesurée en CM2, donc avec les deux tests que je vous ai montrés juste avant, elle expliquait en partie toutes les associations, donc à la fois entre les compétences en mathématiques en maternelle et les compétences en mathématiques en CM2, également entre les compétences en lecture en maternelle et les compétences en lecture en CM2, et elle expliquait également les associations entre domaines académiques, donc on a vu tout à l'heure, donc les quatre associations. Et donc, selon nous, ça traduit vraiment le rôle de la théorie de l'esprit comme facteur général dans la réussite académique des élèves. Et par contre, ce qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence, alors soit pas réussi, soit que ça n'existe pas, enfin que le rôle n'existe pas, des compétences sociales justement dans le développement des compétences académiques. Donc ici, voilà, on n'a pas mis du tout en évidence de rôle de ces compétences sociales dans le développement de ces compétences académiques. Donc finalement, cette étude, elle nous a permis de montrer que dans le contexte scolaire français, les compétences académiques en maternelle étaient prédictives de la réussite académique en CM2 et que ça s'expliquait en partie par une meilleure mémoire, par la mémoire de travail, la capacité à réguler son propre comportement et la théorie de l'esprit. Mais comme c'est seulement une petite partie de ces associations qui est expliquée par ces compétences, probablement que d'autres choses interviennent, et notamment cette hypothèse principale d'empilement de compétences. Donc le fait que les compétences en mathématiques, en académiques, en maternelle soient prédictives des compétences académiques en CM2 pourrait s'expliquer aussi par le fait que les enfants empilent plus ou moins bien les compétences au fur et à mesure de la scolarité. Donc ici, on ne l'a pas testé dans cette étude, mais voilà, elle intervient probablement. Ce qu'il faut également souligner, c'est quand même quelques limites de notre étude. Le fait que l'échantillon est quand même assez restreint. Alors bien que ce soit un échantillon longitudinal et que c'est quand même pas évident de suivre des enfants sur une si longue période, l'échantillon est quand même relativement restreint. Euh, le fait aussi qu'on a seulement deux points de mesure, la maternelle et le CM2, je pense que ce serait très intéressant d'avoir plusieurs points de mesure, soit entre les deux, soit des points de mesure plus tard dans la scolarité, pour avoir une compréhension plus fine de la trajectoire des enfants. Et par ailleurs, les associations que je vous ai montrées ici, alors pour ceux qui le savent, c'est uniquement des corrélations. Il n'y a pas du tout de lien de causalité qui ont été mis en évidence dans cette étude. Donc ça, ce sera la question pour de futures études. Probablement qu'il y a aussi beaucoup d'autres facteurs personnels et environnementaux qui interviennent dans le développement des compétences académiques, ce qui en fait quand même une relation relativement complexe et dynamique.
Mais ce que notre étude montre, c'est que justement la réussite académique est multifactorielle et que des interventions plutôt globales qui visent à améliorer la réussite académique des élèves en renforçant leurs compétences académiques dès le plus jeune âge pourraient bénéficier du fait d'également renforcer les compétences académiques et les compétences de théorie de l'esprit pour potentiellement avoir des effets à plus long terme. Mais ça reste encore à évaluer par des études empiriques. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, j'ai mis le QR code de notre article, en fait, que je vous ai présenté ici. Mais si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez le consulter avec le QR code. Merci beaucoup. Sarah, est-ce qu'on commence par des questions dans la salle Bien sûr, hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une dans le chat, hein, de Christine, hein, qui est... Christine, vous voulez poser votre question directement ou bien vous voulez qu'on la lise? Je savais pas si... Voilà, je veux bien la poser directement. La question merci pour votre intervention. Est-ce que les corrélations là que vous avez mises en évidence, elles sont de même nature selon la classe dont sont issus les enfants? Parce que pendant tout ce temps-là, ils ont pu être exposés à des pratiques pédagogiques variables d'une classe à une autre. Oui, c'est une très bonne question. En fait, les associations qu'on a mises en évidence ici, c'est uniquement entre la maternelle et le CM2. Donc, on n'a pas regardé si, comme on n'avait que ces deux points de mesure-là, la maternelle et le CM2, on ne peut pas savoir si elles sont toujours du même ordre, soit elles sont toujours aussi fortes ou si elles sont toujours aussi présentes entre le CP, le CE1, le CE2, etc. Et c'est pour ça justement que je disais à la fin là, lors de ma conclusion que ça serait intéressant justement d'avoir d'autres points de mesure entre la maternelle et le CM2 pour voir justement si on a une influence de ce qui se passe au milieu finalement, si les trajectoires, enfin d'avoir une compréhension plus fine des trajectoires des enfants entre ces deux points-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment entre la maternelle et le CM2. On n'a pas d'autres mesures d'association avec d'autres classes. Et vous avez dit qu'il y avait des enfants qui sortent un petit peu de la norme, si on peut dire, entre guillemets, ceux qui n'auraient pas dû réussir et qui ont réussi, et inversement. Et vous avez des indications sur ces enfants-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'obéissent pas à la statistique? Ouais, bah, effectivement, on n'a pas regardé pourquoi vraiment, parce que ça serait regarder vraiment à l'échelle individuelle et non, on voulait plutôt regarder à l'échelle du groupe. Là, notre étude se concentrait là-dessus. Mais effectivement, pourquoi? Non, ça, on ne le sait pas. Euh, mais je pense qu'il y a des études qui explorent la question et ce serait une question intéressante. Mais en tout cas, nous, on n'a pas vraiment regardé dans le pourquoi du comment. On a vu que effectivement, il y avait une variabilité entre les enfants, que tous les enfants n'avaient pas, ne correspondaient pas à cette conclusion qu'on a pu faire. Euh, mais voilà, on n'avait pas plus d'informations. Merci. je, je- je pense que pour répondre en partie à cette question, il faut quand même aussi considérer que ce modèle-là, il n'explique pas 100%. Ce qu'a dit Sarah, c'est que ce sont des corrélations. Donc, plus euh, le niveau en maternelle, plus le niveau en CM2, mais ce n'est pas un modèle explicatif exhaustif. Ça, ça explore une partie des processus. Tout à l'heure, je crois qu'on a mentionné le niveau socio-économique, par exemple, de la famille. On sait qu'il y a d'autres facteurs qui vont expliquer le développement des compétences académiques, pas seulement des facteurs cognitifs, aussi des facteurs socio-économiques, des facteurs biologiques aussi, des facteurs physiologiques, des différences dans des profils attentionnels, etc. Donc en réalité, c'est une partie du modèle qu'on voit ici, hein. Je pense Ah que oui, tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de facteurs. Je pense, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études qui pourraient prendre en compte tous ces facteurs.
Je pense aussi à l'environnement familial, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Enfin, il y a énormément de facteurs qui peuvent, comme je le disais dans ma conclusion aussi, qui peuvent intervenir. Donc nous, on a juste essayé d'explorer une petite partie et effectivement, les résultats montrent que bah, ça explique pas tout justement. Oui, et pour compléter aussi ce que vous venez de dire l'une et l'autre, on ne peut jamais tout étudier dans une seule étude et j'imagine que ça devait être très frustrant d'ailleurs à la fin d'arriver à la conclusion ben, que des bons élèves de maternelle restent de bons élèves en CM2. C'est pas quelque chose qui va révolutionner la science, c'est ce qui peut être intéressant pour vous. Enfin, j'imagine en tant que chercheur que c'est un énorme travail déjà, le protocole que vous avez décrit à faire passer et que donc ça doit être un peu frustrant de ne pas pouvoir aller plus dans le détail des facteurs qui sont justement les exceptions. On a des sociologues qui travaillent par exemple sur les personnes qui sortent de ces schémas prédéterminés. Et pour compléter la réponse à Christine aussi, qui posait la question de l'effet enseignant, on ne peut pas tout prendre en considération. Et par contre, il y a d'autres travaux, et notamment des travaux qui sont sur des questions qu'on a beaucoup abordées les années précédentes, sur l'effet enseignant par rapport à la réduction des inégalités scolaires. Et il y a un dispositif qui s'appelle le Classroom Assessment Scoring Systems, avec beaucoup d'études qui ont été faites, qui évaluent trois dimensions dans la qualité des interactions enseignants-élèves, le soutien aux émotions, le soutien aux apprentissages et l'organisation de la classe. Et ces travaux-là montrent que c'est justement de nature à réduire les inégalités, et c'est lorsque les enseignants réussissent à être cotés assez haut sur ces trois dimensions, c'est aussi ce qui permet le plus de résoudre les difficultés comportementales des élèves. Donc ça, c'était pas votre propos et on peut pas, comme vous le disiez, on peut pas tout étudier, on peut pas tout prendre en considération, mais c'est l'accumulation des travaux à partir de différents cadres théoriques, à partir de différentes disciplines, qui permettent de se faire une meilleure idée. Et le but, je sais pas si c'est le vôtre également, et ça serait intéressant d'en discuter, c'est aussi de pouvoir après donner des outils aux enseignants pour pouvoir accompagner tous les élèves et en particulier les plus vulnérables, justement. Et donc, Ouais. c'est par rapport à ça, moi, j'avais une question qui venait prolonger. Est-ce que vous, même si ce n'était pas votre objet d'étude, vous auriez des conseils, des remarques, des préconisations pour les enseignants pour justement essayer de permettre aux enfants qui ont le plus de difficultés dès la maternelle de remonter un petit peu ces difficultés et de sortir du déterminisme scolaire Ouais. dont la France est malheureusement en plus championne intercosmique. Oui, oui, oui. Alors, ma première recommandation, ce serait vraiment de s'appuyer déjà sur la recherche. Et il y a beaucoup d'études hyper intéressantes qui se font sur les outils. Bon, j'ai vu des collègues qui ont évalué notamment les outils numériques sur l'apprentissage des mathématiques. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, de bien se documenter. Il y a plein d'outils aussi de vulgarisation maintenant, de chercheurs qui essaient de faire de la vulgarisation justement à destination des enseignants pour voilà, les guider aussi dans l'utilisation de ces différents outils issus de la recherche. Donc ma première recommandation, ce serait de se baser là-dessus. Et la deuxième, ce serait aussi de prendre en compte l'enfant dans son entièreté, entre guillemets, ne pas se concentrer uniquement sur ses compétences académiques, justement comme je le disais, mais aussi voir qu'il y a d'autres compétences qui viennent soutenir les apprentissages, notamment ce que j'ai pu montrer dans cette étude et que je suis pas la seule à l'avoir fait, que ce soit les fonctions exécutives, on en parle de plus en plus et c'est à raison, je pense, venir soutenir le développement de ces fonctions exécutives. Il y a aussi des études qui proposent des interventions, des outils justement pour ça. Beaucoup d'enseignants aussi qui ont des initiatives justement dans leur salle de classe pour soutenir ça, puisque la recherche le suggère en tout cas, et aussi les compétences sociales. En fait, on n'y pense pas forcément. Enfin, en tout cas, nous, notre étude, le modèle tel que je l'ai présenté, on est la seule étude à notre connaissance dans la littérature qui a exploré ce modèle-là, donc le rôle des compétences sociales, de la théorie de l'esprit dans justement ces associations longitudinales et donc de prendre en compte aussi cette dimension-là, pour moi, c'est essentiel aussi. Donc, de manière générale, de prendre en compte l'enfant dans son entièreté et pas uniquement les compétences académiques. J'ai une question en attendant qu'il y en ait d'autres. Je me demandais si dans votre modèle, vous aviez testé l'ensemble des facteurs, leur interaction entre eux, c'est-à-dire théorie de l'esprit, autorégulation. Alors, il faut que je m'en souvienne parce que c'était il y a un petit moment.
Est-ce qu'on avait évalué ça? Je ne suis pas sûre parce qu'encore une fois, je pense que notre objectif, c'était de voir dans quelle mesure chaque compétence, chaque facteur intervenait justement dans ces associations longitudinales qu'on avait pu mettre en évidence juste avant. Juste avant. Donc, je crois pas, dans mes souvenirs, qu'on ait étudié les interactions. D'accord. Parce que, par exemple, est-ce qu'on peut déduire de vos résultats que la théorie de l'esprit a un facteur explicatif supérieur à l'autorégulation ou pas? On n'a pas vraiment fait ces conclusions-là. Non, on n'a pas vraiment comparé. Je serais pas. Non, non, je pense pas pouvoir dire ça. Je suis pas sûre de pouvoir dire ça. En tout cas, c'était pas l'idée principale de savoir quel était le facteur le plus Mm. explicatif que l'autre. Peut-être qu'il aurait fallu les mettre dans un même modèle, etc. Mais c'est pas ce qu'on a exploré ici. Non, non, là, c'était juste de savoir oui ou non, entre guillemets. Pas forcément D'accord. quantifié. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, j'ai l'impression que non. En ligne, je sais pas. Mais sinon, tout à l'heure, Stéphanie, vous demandez un petit peu quels étaient vos nouveaux projets. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir une idée aussi de ce que vous faites au centre à Robert Debré. Oui, bah, ça peut être intéressant aussi pour nous en fonction des personnes qui sont présentes et avec qui on pourrait collaborer. Donc en fait, je suis chef de projet scientifique à l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant. Donc, il a ouvert en 2024 et en fait, le principe de cet institut, c'est de pouvoir regrouper les communautés à la fois de chercheurs, de médecins, soignants, les familles, les enfants, autour donc du développement du cerveau de l'enfant. On- Plutôt axé quand même sur les troubles du neurodéveloppement. Et donc l'idée, c'est de voilà, pouvoir faire émerger, l'objectif de cet institut, c'est de pouvoir faire émerger des collaborations entre les équipes, de pouvoir répondre du fait d'inclure les enfants et les familles, de pouvoir répondre à des problématiques du terrain, entre guillemets, de pouvoir voilà, avoir des retours des familles et des enfants pour pouvoir avoir des recherches et des mises en place de prise en charge, etc., par les soignants qui soient adaptées aux besoins des familles et des enfants. Donc voilà, l'idée, c'est que du coup, je copilote en tout cas, parce qu'on est donc deux chefs de projet scientifiques, une personne qui était là dès le début et donc moi qui viens de rejoindre le projet, de piloter tout ça et de pouvoir donner une cohérence et faire émerger voilà, des collaborations, des solutions, de pouvoir faire avancer tout ça sur le terme du développement du cerveau de l'enfant. Est-ce que c'est Ouais. centré beaucoup sur, quand vous parlez de cerveau, beaucoup sur des IRM ou ce genre de choses, ou est-ce que ça peut être aussi des recherches avec des tests cognitifs? Oui, alors en fait, c'est pas uniquement on n'a pas uniquement des mesures de neuroimagerie, on a plusieurs thèmes en fait. On a un thème sur plutôt la biologie cellulaire et moléculaire, entre guillemets. On a aussi donc de la neuroimagerie, mais aussi on a des travaux sur les tests cognitifs, etc. Alors, j'ai pas tout en tête parce que ça fait que 15 jours que j'y suis, mais en tout cas, on essaye d'explorer le champ du développement du cerveau de l'enfant, du moléculaire au comportement. Et donc, voilà, on a plusieurs thèmes comme ça. Voilà, donc en gros, Est-ce que vous travaillez avec l'école? Je crois qu'il y a une école à Robert Debré pour des enfants, soit pour les accueillir ponctuellement pour les observer pendant quelques semaines, soit peut-être pour ceux qui sont plus en difficulté. Je ne sais pas si vous êtes en contact aussi avec l'établissement. alors, pour les écoles et les enseignants, je sais plus. Pour être honnête, je pense qu'on est en relation avec certains d'entre eux, puisque ça me paraît le plus logique. Mais je sais plus exactement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans le nouveau bâtiment dont je parlais tout à l'heure, qui donc verra le jour en 2028, il y a une volonté justement d'accueillir les enfants et les familles, et donc voilà, de faire des collaborations. Alors, d'une manière ou d'une autre, je sais plus exactement, mais de pouvoir justement accueillir, oui, sur place les enfants. Mhm. Et quelqu'un qui voudrait travailler, proposer quelque chose avec vous, comment il fait? Il vous contacte vous? Ou bien il y a un mail générique? Comment ça se passe? Oui, moi ou ma collègue, oui, oui, tout à fait. Et puis après, on voit dans quelle mesure on peut collaborer ensemble. Mais oui, oui, tout à fait.
nous contacter et voir, voilà, je sais plus trop, enfin, comme je suis un peu en train de prendre mes marques, je sais plus trop quelles sont les conditions pour voilà, collaborer ou non, etc. Mais on est toujours ouvert justement aux collaborations et c'est toujours enrichissant. Donc voilà, me contacter et ensuite on verra ce qu'on peut faire par la suite. Parce que j'imagine que Stéphanie, ça doit pouvoir t'intéresser aussi de voir comment on pourrait éventuellement voilà, faire des choses ensemble. Moi, j'avais une idée en tête, mais qui est peut-être un peu en décalage par rapport aux possibilités. Mais la semaine dernière, dans ce séminaire, on a invité un chercheur qui travaille qui a travaillé beaucoup avec des enfants autistes, notamment, qui travaillait sur les bénéfices de l'utilisation de la batterie pour le développement des compétences psychosociales. Et il a notamment évoqué une expérimentation qui a été faite avec des enfants assez jeunes, je pense que c'était des 7 8 ans, qui étaient en milieu scolaire, mais ils étaient sortis de la classe pendant 2 ou 3 fois, une demi-heure par semaine, avec leur accompagnateur ou accompagnatrice, en général accompagnatrice. Les résultats de l'étude montraient qu'en fait, ça avait eu des effets sur, notamment un peu sur la motricité déjà, et puis aussi sur la régulation des comportements. Et donc là, je Ok. mélange peut-être un peu les résultats parce qu'il a travaillé à la fois en milieu scolaire ordinaire et puis avec des enfants avec autisme. Et il y a une vidéo, un reportage sur le travail qu'il a fait avec les enfants avec autisme. Et c'était très émouvant parce qu'on voit que certains sont non-verbaux et ça leur permet de... Visiblement, enfin, on lit la joie sur leur visage. Et on aimerait beaucoup développer un projet de travail autour de la batterie avec Mhm. ce chercheur en France, hein. Et donc, je sais que ça pose plein de problèmes logistiques. Il faut des batteries. Bon, on peut travailler avec des batteries électroniques, donc ça fait pas forcément un bruit trop incontrôlable pendant les séances. Mais je me demandais si c'était quelque chose qui était susceptible d'intéresser le centre ou pas. Oui, bah, on est totalement sur les thématiques de l'autisme. On a plusieurs de nos fondateurs qui sont des chercheurs qui sont très engagés sur le sujet, enfin qui font d'ailleurs que ça. C'est totalement une thématique qui rentre dans notre scope. Encore une fois, il faudrait que je vois dans quelle mesure, enfin, quelles sont les conditions de collaboration parce que je ne les ai pas encore en tête, mais en tout cas, la thématique me paraît rentrer dans ce qu'on fait totalement. On pourra se tenir au courant par rapport à ça. J'en parlerai aussi de mon côté. Super. Et puis, Je vous enverrai ouais. un petit mot pour Oui, pour savoir et éventuellement récapituler, ouais. en mettant ce chercheur en copie parce que ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Bon, il y a des choses à faire chez les jeunes et puis on se disait aussi sur les personnes âgées en fait parce que ça peut aider à, pas dire que ça va limiter les effets du vieillissement. Enfin, c'est surtout des maladies neurodégénératives, hein. Ok. Mais il Mhm. y a certains projets qui montrent que, bon, à défaut de ça, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça limite les effets, mais par contre, ça peut permettre, puisque ce sont des pratiques collectives, ça peut permettre de garder un lien social qui améliore la qualité de vie des personnes vieillissantes. Et je Mhm. pense que la problématique se pose de la même manière aussi pour les enfants avec autisme, mais ça peut permettre de développer un lien social qui passe par d'autres biais que le langage et qui passe par le son quand même. Mhm. Ah, Et- c'est passionnant, mais je regarderai alors la vidéo dont vous parliez là. Ça Voilà, et m'intéresse. j'ai enregistré le séminaire et j'ai pas eu Ok. le temps de le mettre encore en ligne, mais je vais m'en occuper en fin de semaine, Ok. là. Bah, je regarderai ça. Je verrai ça. Mm. Ok. Bah, super, ouais. Très intéressant. Je pense qu'on a une question dans le chat qu'on n'avait pas vue de Sophie. Je ne sais pas si vous voulez la poser en direct, Sophie. Non, c'est un peu, c'était plutôt sur ce que vous aviez dit avant, pardon. Ouais. En fait, c'était sur l'absence de lien entre les résultats en lecture et mathématiques et les compétences sociales. Ouais. Je trouvais ça assez surprenant en fait, parce que il me semble qu'il y a des compétences sociales. Alors justement, en fait, je me demandais ce qu'il y avait vraiment derrière compétences sociales, parce qu'il me semble qu'il y a quand même, par exemple, la capacité à travailler ensemble, enfin apprendre ça en tout cas en classe qui à mon sens peut améliorer les résultats. Et puis je me disais aussi que les compétences sociales étaient aussi liées à l'environnement de classe et aussi on parlait des professeurs tout à l'heure. Donc je pense que eux-mêmes influencent cette variable-là. Donc je me demandais comment ça se faisait que vous trouviez pas de lien en fait avec ça. Oui, oui, c'est une très bonne question. Alors déjà, il y a beaucoup d'études qui ont montré des liens. Alors, pas forcément, comment expliquer. Donc là, ce que nous, on a évalué, c'est voir si les compétences sociales, elles expliquaient le développement des compétences académiques, donc sur un long temps.
entre guillemets. Et là, effectivement, on n'a pas trouvé d'association. Par contre, il y a des études qui mettent en évidence des associations entre les compétences académiques des élèves, admettons, en CE2 par exemple, et leurs compétences sociales en CE2 aussi. Et c'est notamment pour ça qu'on s'est dit, ben, logiquement, ça permettrait d'expliquer le développement des compétences académiques dans un plus long temps. Et effectivement, ça nous a posé question aussi. Alors, ce qu'on a mesuré comme compétences sociales ici, je n'ai pas forcément détaillé, mais c'est donc la capacité à partager entre soi et autrui, la capacité à partager entre différentes personnes. Il y avait aussi la capacité à résoudre des problèmes sociaux, il me semble. Voilà, il y avait tout un tas de compétences comme ça. Et effectivement, ça nous a posé question aussi le fait de ne pas trouver ces associations. Donc, on a fait plusieurs hypothèses, notamment dans l'article. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir plus en détail. Mais dans mes souvenirs, on avait suggéré notamment que euh, peut-être éventuellement que les compétences sociales seraient plus importantes plus tard dans la scolarité, là où les amitiés avec les autres élèves, etc., sont plus importantes, notamment au collège, où il y aurait une association plus forte et peut-être que on aurait pu la mettre en évidence plus tard dans la scolarité, mais voilà qu'à l'école élémentaire, elle était moins présente. Peut-être que c'est aussi un effet de notre échantillon, que les associations sont assez faibles et donc du coup qu'avec notre échantillon, on n'a pas pu le mettre en évidence, puisqu'il était assez restreint quand même. Voilà, donc on n'a fait que des hypothèses, mais on n'est pas vraiment capable de savoir vraiment pourquoi on n'a pas trouvé. Et effectivement, on s'attendait à trouver des relations, enfin, en tout cas, un rôle de mécanisme explicatif, et on était surpris aussi de ne pas en trouver là. Alors, je ne sais pas s'il reste des questions en ligne. Vous, Sarah, votre travail à présent, ça va être de coordonner des projets ou est-ce que vous avez des projets de recherche perso aussi sur lesquels vous continuez à travailler? Bah, j'ai pas de projet de recherche perso là maintenant, je me consacre à 100% justement à la coordination des projets scientifiques de l'Institut. Donc voilà, pour l'instant, c'est vers là que je me suis dirigée, mais voilà, je continue à suivre de près ce qui se fait quand même, bien sûr, de par mon travail, mais aussi par intérêt sur les sujets qui m'intéressent. Donc, Pardon, alors en fait j'ai une autre remarque parce que j'ai regardé très rapidement votre thèse et à un moment donné, enfin en fait j'ai essayé de regarder si vous parliez des travaux qui sont faits en Belgique parce que moi il y a une grosse base de données qui s'appelle SIBO, SIBO en mhm, Flandre et qui justement regardait de la fin de l'année de maternelle à la fin de l'école primaire, tout année par année. Donc là on a une vue cumulative en fait des compétences en français donc flamand, bon, compétences en mathématiques et aussi certaines variables de SEL, Socio-Economic Learning. Donc mhm, je pense que ces variables-là sont, bon, c'est une base qui a commencé à être collectée en 2008. Donc c'est des variables qui sont peut-être un peu anciennes, mais en tout cas, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits autour de ça et je pense que c'est une bonne référence, en tout cas en termes de papier. Et il y avait aussi les écoles Montessori et Steiner, certaines. mhm, Donc il y a eu aussi des travaux qui ont été faits là-dessus à partir de cette base. mhm. Ok, ouais, bah, je connaissais pas du tout. Bah, je regarderai du coup parce qu'effectivement je connaissais pas, mais oui, je pense que bah, de toute façon Pardon. il y a beaucoup de travaux maintenant sur la question des compétences socio-émotionnelles, socio-emotional learning comme vous disiez, et on voit qu'il y a vraiment des associations avec les compétences académiques. Donc encore une fois, comme c'est un résultat entre guillemets auquel on s'attendait pas, c'est difficile de savoir enfin d'interpréter pourquoi il n'y a pas eu ces associations-là. Mais voilà, c'est à prendre avec précaution aussi et aussi à reproduire parce qu'en fait notre étude, comme je disais, c'est une des premières à avoir testé un modèle comme celui-ci en incluant les compétences sociales et je pense que voilà, c'est important de pouvoir répliquer ce genre d'études. Oui, et puis il y a différentes compétences sociales et donc peut-être Bien que sûr. celles qui ont été testées n'ont pas eu d'effet sur cet échantillon, mais peut-être que d'autres auraient pu en avoir aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Mm. En tout cas, un grand merci et puis bravo pour ce travail parce que Ouais. les collectes, j'ai déjà dit, mais les collectes de données, aller dans les écoles, obtenir les autorisations et tout ça, ce sont toujours des processus qui sont extrêmement lourds, hein, vraiment chronophages. Donc c'est toujours, enfin, ça fait toujours plaisir quand on voit que c'est possible et qu'on y arrive, hein.
Oui, 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 tout à fait. Bah, merci à vous de m'avoir invité parce que c'était un plaisir aussi de pouvoir vous présenter mes travaux puis de reparler de ça 1 an plus tard. C'est agréable. Donc voilà. On a encore un petit peu de temps si vous voulez continuer à discuter, mais sinon, rien ne nous oblige à rester jusqu'à 12h30. Stéphanie, tu avais encore des questions ou pas? Pas de questions. Peut-être un petit commentaire parce que je pense on a posé beaucoup de questions sur les éléments manquants pour rendre ce modèle un peu plus explicatif. Alors, je pense on a une audience qui est peut-être plus sociologue que cognitiviste. Et je voulais rappeler un petit peu le bénéfice ou l'avantage d'une approche cognitive par rapport à d'autres approches, par rapport à l'approche neuroscientifique qui va avoir des explications un peu plus déterministes, et puis une approche socioculturelle qui va avoir des explications plus larges sur le groupe. Et du coup, l'approche cognitive, il me semble que c'est quand même important de dire que elle a l'avantage de prendre en compte les variations, les différences individuelles et d'utiliser des méthodologies qui vont avoir une bonne consistance, qui vont montrer qu'il y a une bonne validité. Donc on sait qu'on peut mesurer des phénomènes avec une certaine bonne fiabilité. Et surtout, dans ces approches-là, comme on prend en compte les différences individuelles, eh ben, on met l'accent sur ce qui est malléable et du coup, on ouvre la possibilité à de la réhabilitation. Ça veut dire que là, on va pouvoir mesurer des phénomènes qui sont explicatifs seulement partiellement, parce que l'approche est réductrice de ce point de vue. Mais par ailleurs, comme on fait appel à on met en évidence des processus malléables, eh bien, on sait aussi qu'on peut intervenir par thérapie, par remédiation, et travailler sur l'amélioration de ces facteurs-là. Donc c'est quand même aussi une approche qui a ce gros intérêt de pouvoir donner, de pouvoir faire de la correction, hein, de pouvoir apporter des bénéfices par pratique cognitive de ces processus. Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup de le rappeler. Oui. Et je vois qu'il y a une autre question dans le chat qui est arrivée parce que, oui, effectivement, j'ai aussi travaillé sur la pédagogie Montessori. J'en ai pas parlé ici parce que c'était pas forcément le propos. Et la question, c'est de savoir si j'ai pu tirer des conclusions sur sur les apprentissages de la pédagogie Montessori. Alors effectivement, en fait, la particularité, bon, je vais pas m'étendre trop parce que ça pourrait être un peu long, mais voilà, la particularité des enfants qu'on a suivis de la maternelle au CM2, c'est qu'une partie de ces enfants, lorsqu'ils étaient en maternelle, ils avaient suivi la pédagogie Montessori. Donc, ils avaient été répartis de manière aléatoire, donc une étude randomisée contrôlée pour mesurer les effets de cette pédagogie-là. Et donc, les enfants ont été répartis de manière aléatoire, donc soit dans des classes Montessori, soit dans des classes non Montessori, pédagogie conventionnelle. C'était des enseignants qui avaient mis en place à l'école maternelle publique la pédagogie dans leur salle de classe. Et donc, les enfants étaient répartis aléatoirement parce que, bah, comme on le sait, les enfants sont attribués à des enseignants de manière aléatoire au début de l'année scolaire. Et donc, effectivement, l'idée dans cette étude en maternelle, c'était de mesurer les effets à court terme, s'il y avait des effets sur les compétences académiques, cognitives et sociales des enfants. Et donc, nous, quand on les a retrouvés, ces enfants en CM2, on s'est dit, bah, OK, on a cette question principale de savoir est-ce que les compétences académiques en maternelle sont prédictives des compétences académiques en CM2, qu'est-ce qui intervient, etc. Mais ça serait vraiment aussi passionnant de voir s'il y a des effets à long terme de cette pédagogie Montessori. Est-ce qu'on peut voir que ces enfants qui ont suivi la pédagogie en maternelle, après être rentrés dans le cursus conventionnel à l'école élémentaire, est-ce que ces enfants conservent un avantage quelconque en CM2? Donc en maternelle, les enfants étaient meilleurs en lecture. Pour faire court, les enfants étaient meilleurs en lecture, ceux qui avaient suivi la pédagogie Montessori. Et nous, en CM2, ce qu'on a observé, c'est qu'on n'a plus de différence en lecture et que les enfants, par contre, sont meilleurs, ceux qui ont suivi la pédagogie Montessori, sont meilleurs en mathématiques que les enfants qui ont suivi donc, la pédagogie conventionnelle de l'école maternelle française. Voilà, donc c'est ça les conclusions on a pu tirer. Donc pas d'effet à long terme
pour la lecture, mais un effet à long terme, entre guillemets, puisqu'il n'était pas présent en maternelle. Ça serait l'objet de longues discussions, je pense aussi, Mm. qu'il n'était pas présent en maternelle et qu'on observe donc en CM2. Et au niveau des compétences sociales, il y avait une différence ou pas? Pas de différence, non, ni fonction exécutive, ni compétences sociales. On n'a pas, enfin, en tout cas en maternelle, ils n'ont pas mis en évidence ces différences-là, et non plus en CM2. Mais je sais qu'il y a plein de méta-analyses qui ont mis en évidence un avantage pour les enfants Montessori en termes de compétences sociales et en termes de fonction exécutive aussi. Donc voilà, là pour notre étude, je ne peux pas te dire pourquoi on n'a pas mis en évidence ça. Peut-être encore une fois une histoire d'échantillon, peut-être une histoire de compétences mesurées. Enfin voilà. Donc voilà pour la question sur les principales conclusions. Merci beaucoup. Et il y a aussi un article qui a été justement, enfin on a publié. Encore une fois, si ça vous intéresse, Anaïs, je pourrais vous le partager. Si vous me l'envoyez, je pourrais le partager avec Oui, tous bah, je ferai les ça. participants. Oui, En tout cas, un grand merci, Sarah, et bravo pour tout ce travail. Merci. C'était passionnant, c'était très riche. bah, merci à vous. Puis je suis contente ouais, que ça vous ait intéressé. Voilà, et donc là, on arrive à la fin du trimestre, et donc il va y avoir à l'EHESS 2 semaines de vacances, et le prochain séminaire sera donc le 7 mai. Il nous reste 2 séminaires avec des invités, et puis un séminaire où les étudiants auront l'occasion de présenter leurs travaux. La prochaine fois, donc, sera le 7 mai, et on accueillera Émeline Porté, qui est enseignante et formatrice à l'Académie de Créteil, hein, et qui vient de publier un livre. Et son intervention sera notamment sur les ateliers à visée philosophique. Sa question de départ, c'est quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place en classe, hein, pour développer quelles compétences psychosociales. Et c'est quelqu'un qui a énormément testé des choses. Elle enseignait à Cachan, et elle a mis en place pendant plusieurs années des classes collaboratives au niveau collège, ce qui est souvent très difficile puisque les élèves ont plusieurs professeurs. Et ça voulait dire beaucoup de concertation entre les profs. Et donc, elle a une très très belle expérience. Et le 21 mai, on accueillera Christophe Marcelier, qui est inspecteur général de l'Éducation nationale, et qui viendra nous parler d'un rapport qui a été formulé à la suite d'une mission interministérielle sur les questions fondamentales que soulève le développement des CPS des élèves. On terminera avec donc un côté plus institutionnel. Notre point de départ, ça avait été d'aller examiner les angles peut-être qui étaient restés un peu extérieurs ou qui n'avaient pas été trop explorés. Là, de voir aussi d'un point de vue scientifique les 2 dernières séances, qu'est-ce qui peut être fait, quel type de recherche on peut faire. Et donc, on va terminer de manière un peu plus institutionnelle jusqu'à la dernière séance avec vous, où vous pouvez choisir un peu l'angle qui vous conviendra le mieux. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous qui êtes en ligne. Un grand merci encore à Sarah et à Stéphanie, et à très bientôt. Alors, bonnes vacances pour celles et ceux qui ont des vacances. À bientôt, merci. À Au bientôt. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.